Bonsoir à toutes et à tous, ici Victor de Hands Up ainsi que la moitié de Vivement Doux-Manche. Il est un peu tard, mais hier je suis rentré du Roadburn, de l'édition 2025 du Roadburn. Comme vous vous en doutez, Michael n'est pas en mesure de m'accompagner dans ce genre d'aventure trop expérimentale pour ses goûts doucereux. Mais je vous propose de faire un petit débrief de ce festival. L'intérêt principal du Roadburn, c'est que c'est l'un des premiers festivals qui donne le départ de la saison à venir. On peut voir pas mal de groupes qu'on retrouvera en juin, en juillet et en août dans toute l'Europe continentale. On voit en général des présentations d'albums qui viennent de sortir ou qui s'apprêtent à sortir. On voit beaucoup d'exclusivités qui reviennent en général l'année suivante ou un peu plus tard dans l'année. C'est aussi une programmation qui est en général relativement pointue, qui permet de faire des découvertes qui vont confirmer un peu par la suite et revenir sur nos terres. En bref, le Roadburn est quand même un assez bon festival pour savoir quelles sont les grandes tendances du métal, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faudra voir ces prochains mois, qu'est-ce qu'il faut découvrir. Et je vous propose de faire un petit débrief musical sur les enseignements du Roadburn. Par la suite, pour celles et ceux qui souhaiteraient s'y rendre, je vous propose un petit guide pratique, histoire de rendre votre expérience la plus confortable possible. Hébergé depuis plus de 20 ans à Tilburg, toutes celles et ceux qui connaissent le Roadburn ont pu constater l'évolution musicale du festival. Initialement, festival de Stoner Doom Sludge, qui a permis la reformation de nombreux groupes américains du genre, avec l'émergence des Desert Fest, la popularisation du genre qui a aussi vu l'offre se multiplier sur ce créneau, le Roadburn a décidé de se tourner plus vers les musiques expérimentales, le metal extrême, le folk, la musique industrielle, la techno, pour une espèce de batch qui est au premier abord un peu incohérent, mais que eux, ils englobent sous le slogan Redefining Heaviness. Et cette année, en 2025, le Roadburn a continué ses explorations musicales, tout en proposant, il me semble, et c'est un peu les commentaires, c'est un peu ce que je vous dis, va dans le sens des commentaires que j'ai lus, tout en retrouvant un peu ses racines originelles. La reformation de Kaeleza, Chatpile, Zao, beaucoup de groupes de metal extrême, de sludge, de musique lourde au sens premier du terme, qui ont été, encore une fois cette année, accompagnés par des outsiders hors metal. Altingun, Midwife, beaucoup de folk, des projets périphériques de l'Ancôme. Encore une fois, cette année, il y avait de quoi découvrir, il y avait des choses rares à se mettre sous la dent, des choses qu'on ne voit pas souvent dans nos contrées, des futurs leaders de certains sous-genres. On va faire le tour désormais. Hands Up étant à l'origine quand même un média metal, le Roadburn a accueilli des événements qu'on va retrouver au cours de l'été, et on va peut-être commencer par un petit focus à ce propos. Le premier, et non des moindres, c'est la reformation de Kaeleza. 10 ans après leur split, un peu inexpliqué d'ailleurs, une forme de lassitude, ils ont décidé de revenir. Première date au Roadburn, une deuxième à l'Inferno, et là, cet été, ils font le Hellfest, ils font l'Arctangent, ils font quelques festivals un peu généralistes, et manifestement, ils ont décidé de revenir régulièrement, en fait, refaire de la nouvelle musique aussi, pourquoi pas, même s'ils n'ont pas annoncé ça. Ils avaient un slot ultra généreux au Roadburn, 1h30, 1h20, quelque chose comme ça. Concert plutôt en place. Comme vous le savez peut-être, Kaeleza a la réputation sur son album le plus connu, Static Tension, d'avoir 2 batteurs. Cette fois-ci, ils en ont un nouveau qui a déjà joué chez Ministry, chez Soulfly, donc une espèce de brut qui a quand même un peu de groove. L'absence du deuxième batteur ne s'est pas fait ressentir. Laura Pleasant et Phil sont vraiment en voix. La setlist est somme toute assez classique, gros focus sur Static Tension. Le son était très cool, c'est d'ailleurs une grosse constante au Roadburn. Un concert qui a pas non plus, qui a pas transcendé, qui a pas marqué, mais qui est un retour vraiment honnête, et pour une première date, on sent quand même que le groupe est rodé, il y a un vrai plaisir de revenir, une vraie bonne communication. Ça a été assez plaisant à voir. Moi, je les avais jamais vus, j'étais relativement ému, et c'est, je pense, quelque chose qu'il va falloir aller voir au Hellfest et par la suite. Pour les fans de sludge qui nous regardent, comme vous le savez, Zao, THOU, malgré leur production musicale importante, sont relativement rares dans nos contrées. On a la chance cette année de les avoir en tête d'affiche du Rock in Bourlon en France, et ils sont venus au Roadburn. L'histoire entre le Roadburn et Zao est une histoire vraiment de proximité, de limite de fraternité. Chaque fois, ils jouent de nombreuses fois en une édition. Cette année, ça a encore pas loupé. Ils ont donné 4 concerts en 5 jours.
cette dimension stakhanoviste n'occulte pas une vraie qualité et une vraie recherche sur leur set. Ils étaient en tête d'affiche du vendredi, si je dis pas de bêtises, du vendredi où ils ont joué tout Unbiblical, leur dernier album, dans un show qui était vraiment très particulier, un mapping qui était très weird. En fait, il y avait une espèce de plan fixe de caméra sur un vieux poste de télé, un peu à la The Ring. Quelqu'un met une cassette du nom du dernier album, et sur le poste de télé apparaît les 5 mecs de Zao qui récitent des espèces de grandes considérations sur le bouddhisme, où ils expliquent des grands principes, des trucs de générosité, d'accueillir des personnes, des éléments, des formes de vie dans son cœur, avoir une forme d'amour et de gentillesse vis-à-vis du monde, de manière discontinue pendant 1 heure, pendant que le groupe, en vrai, enchaîne son album sans temps mort. Truc assez incroyable, parce qu'on voyait les sous-titres sur l'écran. Quand il y avait des pauses entre les morceaux, on les voyait continuer à énumérer leurs principes avant de reprendre. C'est une expérience qui était assez contradictoire entre la violence sonore et la douceur visuelle de ce qu'ils disent, qui était quelque chose d'assez puissant et d'assez doux. Je pense qu'ils seront pas aussi... le set sera peut-être pas aussi développé visuellement au Rockin' Ballon. Par contre, il y a vraiment ce côté très viscéral, ce son très lourd qui retranscrit vraiment à la perfection, et un côté très rêche que j'ai trouvé vraiment parfait, et je vous enjoins vraiment à aller les choper. Et enfin, la semaine dernière, Messa a sorti l'album The Spin. C'est un album qui a fait quand même pas mal l'unanimité parmi les fans de métal. Le petit côté goth rock, les petits apports un peu country, les solis, tout ce genre de choses. Beaucoup de personnes en ont parlé, ils ont présenté pour la 2e fois en live le disque en intégralité. Ils reviendront au Tyrant Fest en performant l'intégralité de The Spin également. J'ai eu pas mal de plaisir à voir le concert. J'ai toujours été un peu déçu par Messa en live. Je trouve qu'il manque encore un petit quelque chose. Par contre, l'album prend vraiment une autre dimension en live. Ils étaient avec une espèce de line-up étendue, avec un mec qui faisait du piano sur Immolation, qui rendait le truc vraiment cool. C'est intéressant à voir. Je trouve qu'il manque encore ce petit truc pour faire de Messa un groupe vraiment transcendant sur les planches, mais ça reste impressionnant. Par contre, un groupe qui n'a vraiment rien à prouver en live, c'est Chad Pile. Je vous en parle aussi parce qu'ils ils sont actuellement en Europe, ils tournent avec Agriculture, et ils seront au Hellfest. Il y a vraiment quelque chose d'extrêmement touchant et de très assez malsain dans la gestuelle, dans la gestion de la foule, dans une espèce de démarche qui est très malaisante. Le mec se frappe tout en arpentant la scène d'un regard vide. Il a des discours qui sont ultra autistiques entre les morceaux, où il part, où il met des tunnels à la foule de 5 minutes pour raconter un roman de Toni Morrison, pour parler de Robocop, tout ce genre de choses. C'est très particulier à voir en live. Par contre, le côté un peu organique, la basse qui peut rappeler Korn et tout, ça a une puissance en live qui est vraiment insoupçonnée. Il a joué la quasi-intégralité de Cool World, tout le côté spoken word, le côté très théâtral de I Am Dog Now, le côté un peu dansant de The Shame, tout marche ultra bien. C'est une performance qui, moi, m'avait déjà impressionné il y a 2 ans quand je l'avais vu pour la première fois en Europe. Là, avec Cool World qui rajoute encore ce côté malsain, je trouve que Chad Pile a encore pris une épaisseur en live et c'est vraiment pas peu dire. Je vous enjoins vraiment à aller voir le plus souvent que vous pouvez ces prochaines années. Dans les petits trucs un poil moins incroyables, mais qui font une petite actualité parce qu'ils vont passer au Hellfest, ils s'apprêtent à sortir un album, musicalement c'est super. J'ai trouvé ça un peu moins cool en live, c'est Faetus, espèce de doom sludge 100% féminin, avec une voix un peu blackisante comme ça. Les chants clairs étaient pas très bien maîtrisés. C'était à la fois cool, mais à la fois on a vu de tels sets métal que ça, y a peut-être un truc à confirmer. Mais bon, première fois en Europe pour Faetus, pas un mauvais set, loin s'en faut, mais il manquait peut-être un petit quelque chose. Quelques autres coups de cœur un peu en vrac dans des trucs qui sont pas nécessairement actuels, mais j'ai adoré le premier show de Goth, G-O-2-T, qui est le projet heavy metal de Farida Lemucci, qui est l'ex-chanteuse de The Devil's Blood. Elle a une vraie présence sur scène. Le répertoire est peut-être certes un peu moins incroyable que The Devil's Blood. Il y a quand même des trucs assez similaires qui font que ça souffre un peu de la comparaison. C'est resté très cool. Black Curse, ultra impressionnant. Un côté très evil, très prenant, très souffreteux. J'ai vraiment adoré.
Je pourrais parler d'Orancy Pazuzu aussi, on connaît leur réputation en live. Ils ont joué sur un système son qui est absolument incroyable. Celui de la O13, qui est un son qui est vraiment cristallin, qui permet d'avoir toutes les nuances de leur espèce de marasme un peu électronique. C'était génial. Antiplasma, côté un peu hypnotisant et tout, side project du mec d'Orancy Pazuzu sur un truc beaucoup plus électronique, qui peut un petit peu évoquer Massive Attack, mais truc très très cool aussi que je vous enjoins à découvrir, même si on sent que c'est plus des petits one-shots qui vont peut-être pas tourner intensivement ces prochains mois, mais si vous avez l'occasion de les choper, ou même d'écouter si vous connaissez pas, c'est vraiment très très cool. Et enfin, peut-être quelques coups de cœur hors métal à vous partager. Le premier, Altingun, c'est un groupe hollandais qui joue de la musique psychédélique, qui est fortement influencé par la musique traditionnelle du Moyen-Orient. Il y a des derboukas, des ouds, des instruments traditionnels. Ils ont une dimension très pop actuellement. Ils sont venus avec une espèce de setlist old school qui était, selon les dires du Roadburn, focalisée sur la mélancolie et les grosses gammes pentatoniques, tout ça, et la dimension psychédélique de leur musique. C'était un set qui était vraiment très envoûtant, assez dansant, même si effectivement pas très pop, plutôt très psych, vraiment très très cool. Il y avait aussi pas mal de trucs en folk qui moi m'intéressaient. Tous les side projects autour de l'Ancôme, OXN en premier lieu, truc incroyable. One Leg One Eye que j'ai découvert juste avant le Roadburn, espèce de drone avec un mec qui chante à moitié a cappella des chants traditionnels irlandais. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment terminé, c'est une dame qui s'appelle Cinderwell. Cinderwell, c'est un storytelling que j'aime pas mal. En fait, c'est une Californienne qui est passionnée de folk et qui a décidé d'aller en Irlande pour apprendre comment faire. Et je trouve qu'il y a un délire un peu Kill Bill 2. J'imagine bien cette espèce de meuf aller voir le Padmé du folk irlandais pour qu'il lui apprenne comment chanter sur les falaises, chanter les amours perdus de marins, tout ce genre de choses. Et elle est trop forte. Je vous invite vraiment à découvrir ce qu'elle fait. C'est vraiment fort. Elle a terminé tout le Roadburn. Tout le monde était à moitié en larmes lors de son concert. C'était vraiment un moment qui était vraiment prenant. Enfin, je suis un immense fan d'une meuf qui s'appelle Midwife, qui était l'artiste en résidence, qui a donné 3 concerts. Les 3 étaient vraiment très cool. Cette espèce de grande mélancolie des grands espaces, avec une espèce d'amplitude au niveau de la voix, beaucoup de reverb, des trucs très amples comme ça. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, quelque chose de très intime. On entendait à peine sa voix, genre limite elle chuchotait, enfin moi ça m'a vraiment troué le cœur aussi. Et c'est une artiste qui est aussi douée en live que sur album. Si vous pouvez la voir, si elle repasse en Europe, allez-y, vous serez vraiment pas déçus. Voilà, du coup, quelques petits coups de cœur, quelques petits artistes peut-être à découvrir. Maintenant, si vous le souhaitez, si vous allez jamais à le Roadburn, vous pouvez me quitter ici et mettre un petit pouce bleu, vous abonner, des commentaires, ce que vous voulez. Si vous voulez quelques conseils pratiques, quelques points organisationnels, je vous invite à rester et à continuer cette vidéo. Basiquement, le Roadburn, ça se passe dans une ville. Donc si vous l'avez déjà fait, si vous connaissez, c'est toujours pareil. Il y a 2 gros spots, une salle de concert qui est divisée entre une grande salle, une plus petite, et une espèce d'ex-usine qui est réaffectée, dont les espaces sont modulables, avec un café, une espèce de café alternatif tout au fond, une grosse salle, une petite. Avant, il y avait une espèce de hall qui n'existe plus, et devant une espèce de grand jardin dans lequel il y a des food trucks, des bancs, des bars, de quoi se poser, tout genre de choses, des batteries également. Ça ne change pas, la ville de Tilburg est pas énorme, mais vous pouvez assez rapidement changer d'ambiance. Le Roadburn, à l'inverse de Clisson, ne prend pas en fait toute la ville, comme c'est le cas pour le Hellfest, ce qui fait que si vous voulez faire un peu des pauses, vous mettre un peu au vert, avoir un peu de silence, un peu de calme, 3 rues plus tard, vous êtes un peu tranquille, et moi je trouve que cette espèce d'immersion avec un public qui est très chill, très friendly, très cool, mais avec aussi cette possibilité de justement s'extraire de cette partie festival, c'est une grande force du Roadburn. Le point faible en revanche, c'est justement cette multiplication des espaces. En fait, à l'inverse du Hellfest où les concerts s'enchaînent, là, ils ont tendance à se chevaucher. Et vu qu'entre l'usine désaffectée
qui s'appelle Copenhagen, et la O13, qui est la salle de concert, il y a bien 5 minutes de marche. À chaque fois, si vous voulez choper le début d'un concert, vous devez forcément renoncer à l'autre. Et l'autre chose, c'est que les salles étant de capacité vraiment très différentes, il arrive de se dire que pour rentrer dans un concert, vous allez devoir venir quelque chose comme 30 minutes avant. Ce qui fait qu'au final, quand vous faites votre running order, il y a pas mal de fois où vous n'allez pas pouvoir voir tout ce que vous avez prévu. Les enchaînements ne sont pas fluides. Vous allez devoir quitter un concert qui vous passionne pour aller voir vraiment cet artiste que vous voulez absolument pas rater. Et il y a aussi je trouve des gros ratés qui sont, je pense, pas du fait du Roadburn, hein, mais il y a parfois des groupes qui sont dans des salles qui sont bien trop petites pour eux. Le grand exemple cette année, c'était Black Curse, qui ont joué dans une salle de 120 personnes, et il y a peut-être, je sais pas, 20% des gens qui voulaient aller voir Black Curse qui ont pu voir une chanson, parce que le concert était complet, les gens ont fait la queue, et dès qu'une personne sortait, ils en faisaient rentrer une, limite comme au resto, quoi. C'est-à-dire que vous attendez que des gens sortent, payent l'addition, pour faire rentrer, pour allez hop, vous avez votre petite table et tout. C'est un peu dommage. Les Secret Shows, qui ont lieu tout le week-end, c'est à peu près pareil aussi. Faut être un peu connecté, le skatepark est pas immense, donc dès que vous avez un gros chat pile, un Zao, un truc un peu connu, les gens se précipitent. Donc peut y avoir quand même pas mal de frustration. Faut pas avoir une espèce de fear of missing out, parce que vous savez que vous allez rater des fins de concert, vous allez rater des débuts, vous allez être un peu pris dans le trafic, tout ce genre de choses et tout. Ça, c'est un peu chiant, mais il faut y aller de manière un peu détendue. Et à l'inverse, l'avantage du fait de se dire que le Roadburn, ce sera toujours quelque chose d'un peu partiel, qu'il y a une forme de course et tout, c'est que quand vous voyez le line-up de base, vous vous dites « Putain, je connais rien, il y a plein de choses que je connais pas, je connais 20% de l'affiche et tout », et au final, c'est pas grave. Parce que d'une part, vous avez encore la possibilité de faire des découvertes, et ça, c'est ultra bien, mais aussi, il faut savoir qu'entre le line-up et ce que vous allez être en mesure de voir, il y a un immense écart. Donc en fait, le fait de pas tout connaître, limite, c'est à votre avantage. Et si vous acceptez un peu de vous faire porter par une programmation, c'est vraiment un festival pour vous. Enfin, comme vous le savez, le Roadburn a aussi cette réputation d'être un festival cher, d'être un festival vraiment pour bobo. La programmation pointue, le fait que les Pays-Bas sont quand même un pays qui est quand même plutôt cher, participe à cette espèce de réputation. Elle n'est pas usurpée. Cependant, il y a quand même quelques astuces qui vous permettent, si vous êtes un peu juste financièrement, d'aller quand même au Roadburn et de faire quand même quelques économies. Si le cœur vous en dit, je peux vous en transmettre quelques-unes. La première, c'est que ce qui rend le Roadburn super cher, en général, c'est le logement. Tilburg est une petite ville, les gens s'y trompent pas, les Airbnb sont extrêmement prisés, et on arrive sur des tarifs qui peuvent être vraiment délirants, à base de 1200 € les 5 nuits pour un logement pour 3. Moi, ce que je vous conseille vraiment, si vous êtes de la moitié nord de la France, c'est de prendre votre voiture. Dès que vous prenez votre voiture, vous avez accès à quelques villages qui sont à 20-30 bandes de Tilburg, c'est-à-dire 15 minutes en voiture, et là, les prix sont divisés par 3. Moi, à titre personnel, j'ai payé 270 € pour 5 nuits dans une chambre privative avec un accès à une cuisine, une salle de bain individuelle, ce qui est quand même relativement peu. Si vous êtes vraiment en mode budget, il y a aussi le camping qui coûte 120 €, il me semble, pour 5 nuits, qui vous permet d'avoir un emplacement de tente, mais c'est au petit bonheur la chance. Le temps peut être vraiment défavorable, et dans ce cas-là, l'expérience est vraiment compliquée. Je trouve que avoir une voiture et se mettre dans des villages un peu aux alentours qui sont inaccessibles en transport en commun, mais facilement ralliables par bagnole, c'est vraiment le bon compromis qui vous permet d'avoir un confort d'hébergement tout en économisant un peu d'argent et ne pas s'aligner sur les demandes délirantes des habitants de Tilburg. Autre point, aux alentours de l'O13, il y a quelques rues où vous pouvez vous garer gratuitement. Dans l'une d'elles, il y a un club de sport qui s'appelle Big Gym. Je sais que c'est là où on s'est égaré, je vous retrouverai pas la rue, mais si davantage vous êtes intéressé à l'idée d'aller au Roadburn, pensez-y. Vous serez pas à précisément tout près des spots, mais vous êtes à 10 minutes à pied et vous vous économisez un parking qui coûte 15 €. Concernant la bouffe, au Roadburn, tout est vraiment cher au niveau des food courts. C'est pas de très bonne qualité en plus, et vous trouverez rien à moins de 15 €. Les entrées coûtent 5,
Les frites vont coûter 6, les grecs vont coûter genre 10, et un plat complet, un truc de type asiatique, ça va être une quinzaine d'euros tout de suite. Moi, je vous conseille vraiment en fait d'aller dans les restos aux alentours. Ça va être le même prix, juste les quantités seront un peu meilleures et seront un peu plus consistantes, je veux dire, et la qualité sera un peu meilleure. Et à ce titre, je trouve que Xu Noodle, qui est vraiment à une rue de l'O13, est une référence, une espèce d'asiatique où vous allez avoir des espèces de soupes chinoises, de bouillon épicé avec des nouilles, des légumes frais, du tofu. Ça va vous coûter une quinzaine d'euros, soit le prix des food courtes, sauf que là vous aurez un vrai plat qui est assez consistant. La soupe en plus, enfin le bouillon, ça tient quand même pas mal au corps, et je trouve que c'est un des meilleurs trucs. La seule façon plus ou moins économique sinon de manger, c'est de vous faire à manger depuis le Airbnb, ce qui est une solution aussi. Et dans ce cas-là, je vous conseille même de faire vos courses en France. Elles seront un poil moins chères, et les produits seront aussi de meilleure qualité. Les supermarchés hollandais sont quand même pas réputés pour avoir des légumes d'une qualité incroyable. La viande, elle est vendue en sac plastique, enfin tout a l'air un peu dégueu. Et en vrai, je trouve c'est mon instant un peu Arnaud Montebourg, mais il y a un vrai avantage à prendre toute votre bouffe de France, la mettre dans une glacière, monter en voiture et vous faire à manger depuis le truc. Il y a vraiment des festivals où il y a une bonne offre de bouffe. Le Brutal Assaut, ça en fait partie. Le Roadburn, en vrai, économisez-vous ça, ou alors allez vraiment dans des restos locaux où c'est vraiment leur profession de faire à manger. A l'inverse de la bouffe, les crafts, l'alcool en Hollande est plutôt bon marché, et les offres sont de bonne qualité. Il y a pas mal de supermarchés, notamment un qui est juste à 3 minutes du Copenhague, qui s'appelle Plus, donc il y a pas mal d'hypermarchés qui ont des offres assez conséquentes. On est sur des prix divisés par 2 par rapport à la France, et je vous conseille vraiment d'acheter vos bières en Hollande, mais de ramener votre bouffe en France. Ça vous permet de faire quelques économies, et en suivant ces conseils, vous allez pouvoir peut-être avoir un festival qui va pas vous coûter les yeux de la tête, sans pour autant renoncer trop à votre confort. Et enfin, dernier conseil pour les personnes qui viennent pour la première fois, et notamment celles et ceux qui viennent seuls. Le jeudi, avant les concerts, le Roadburn organise une espèce de meeting pour les newcomers, où vous êtes libre de venir, de rencontrer des personnes qui voyagent également seules. Il y a un vrai esprit de communauté. Vous êtes... j'ai vu des commentaires un peu en sens, de type je suis venu seul, mais j'ai jamais été solo dans tout le festival. C'est vraiment cool. C'est un festival où il faut pas vraiment avoir peur de se dire ok, j'ai la flemme, j'ai pas de potes, nanana. Il y a un vrai esprit de communauté, et vous passerez pas un mauvais moment en étant seul, contrairement à d'autres festivals où les personnes sont un poil plus fermées. Par ailleurs, si vous êtes déjà allé au Roadburn, n'hésitez pas à rajouter des conseils, des commentaires, des impressions, si vous estimez que j'ai oublié certaines choses. Pour ma part, je vais vous laisser ici. Je vais reprendre des forces, j'en ai un peu besoin. Et je vous dis à très vite avec mon comparse Michael pour un nouveau Vivement du Manche. Ciao!